Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Le 9 mai 2022, les Philippins élisaient leur nouveau président et Ferdinand Marcos Jr. a écrasé son adversaire en le remportant de 31 millions de voix contre 14 millions pour Leni Robredo, qui était actuellement vice-président. Aux Philippines, on élit à la fois le président et le vice-président, et Sara Duterte a gagné la vice-présidence avec 25 millions de voix. Les Duterte et les Marcos font partie des familles les plus puissantes des Philippines, et cela annonce que l'héritage de Rodrigo Duterte restera intact. Rodrigo Duterte est considéré comme le héros des Philippines. Élu président en 2016, il va mener une guerre impitoyable contre le trafic de drogue provoquant plus de 10 000 morts. Les bandes armées en face n'étaient pas des dealers à la sauvette, mais de véritables armées avec de l'artillerie lourde. Malgré le fait que les ONG gauchistes occidentales ont hurlé comme des putois face au nettoyage de printemps en mode philippin, Rodrigo Duterte restera dans l'histoire comme l'homme qui a exterminé une grande partie du trafic de drogue au pays. Mais en plus de zigouiller des dealers, Rodrigo a voulu moderniser entièrement le pays, car les Philippines font partie des pays émergents à faible revenu, avec un PIB d'environ 365 milliards de dollars, avec une population de 109 millions. La modernisation façon Duterte est passée par le plan Build, qui consiste en des centaines d'infrastructures, de routes et de voies ferrées. Rodrigo Duterte s'est aussi beaucoup rapproché de la Chine, et cela ne plaît pas à la population qui est majoritairement anti-chinoise. En plus de causes historiques suscitant la méfiance vis-à-vis du dragon, les Philippines ont un litige avec la Chine sur la mer de Chine méridionale. Cette dernière inclut des pays comme Taïwan, les Philippines et la Chine. Cette petite mer est d'une importance géostratégique majeure, car 30% du trafic maritime passe à travers. Elle recèle aussi de gigantesques ressources de pétrole et de gaz. Ainsi, même si actuellement les explorations restent lacunaires, on a une estimation de 11 milliards de barils de pétrole et 190 billions, 1000 milliards donc, de mètres cubes en gaz naturel. La Chine considère que cette mer de Chine méridionale fait partie de son territoire, et il y a plusieurs petites îles dans cette zone où l'habitation humaine n'est pas possible. Mais la Chine implante quand même des ports et des bases militaires, et surtout elle agrandit artificiellement les petits bouts de terre sur ce qu'on appelle la ligne en 9 traits, mais également sur les îles Spratleys. Le dragon n'hésite pas non plus à créer des îles entièrement artificielles, car cela lui permet d'étendre sa zone économique exclusive. On peut s'en douter, les Philippins sont majoritairement opposés à l'extension chinoise dans cette région. Mais c'est la Chine qui est son principal partenaire, que ce soit en termes d'investissement, d'exportation ou d'importation. Et donc, cette mer de Chine méridionale est une zone potentielle de conflit ouvert entre la Chine et les États-Unis. Ces derniers étant un partenaire de sécurité privilégié des Philippines. Avant et pendant sa campagne, le nouveau président Ferdinand Marcos Jr., surnommé Bang Bang, a donné peu d'interviews, car il n'a pas voulu répéter son échec de 2016. À l'époque, il s'était présenté contre Rodrigo Duterte et Ferdinand Marcos Jr. n'avait pas pu gérer
la délicate histoire de sa famille, notamment de son père Ferdinand Marcos Sr. Ferdinand Marcos Sr. a été élu président des Philippines en 1965. Et il décrète la loi martiale en 1972, car les communistes risquent de prendre le pouvoir avec plusieurs attentats à Manille. La loi martiale est abolie en 1981, mais Ferdinand Marcos Sr. a continué à appliquer les mesures d'exception pendant toute sa présidence. Cela a donné lieu à des exactions et une corruption de masse qui a provoqué une révolte populaire connue comme la People Power Revolution en 1986. Suite à ça, Ferdinand Marcos Sr. a été déchu de son poste et lui et sa famille se sont enfuis à Hawaï, d'où la connexion américaine. On estime que la famille Marcos a empoché plus de 10 milliards de dollars en biens mal acquis. Cependant, malgré un règne de corruption, les Philippines ont connu une croissance de 9% dans les années 70. Marcos Sr. a construit également beaucoup d'infrastructures. Mais c'était surtout financé par de la dette, ce qui a provoqué une crise inflationniste dans les dernières années de sa présidence, et qui a perduré quand il est parti en exil. C'est sûr qu'avec un tel héritage de merde, Marcos Jr. ne partait pas dans de bonnes conditions. Mais ce n'est pas un inconnu dans la politique. Et il était déjà gouverneur dans les années 80. Il s'était enfui avec le reste de la famille Marcos, mais cette dernière retournera au pays en 1992, où Marcos Jr. se fera élire à la Chambre des représentants. Pendant plus d'une décennie, il va patiemment construire sa carrière politique pour atteindre le poste suprême en 2022. Cependant, la présidence de Ferdinand Marcos Jr. sera difficile. D'une part, il devra relever le défi économique du pays qui a beaucoup souffert pendant la crise du Covid, et il devra également jouer la balançoire entre la Chine et les États-Unis. Le gros problème des Philippines est que sa population est principalement anti-chinoise, tandis que son élite est séduite par Pékin. Les Philippins aiment davantage le mode de vie à l'américaine et une certaine idée de l'occidentalisation. Du côté de la Chine, les Philippines sont un partenaire important. Mais le dragon n'aime pas la profondeur des relations militaires entre les USA et les Philippines. Cela explique sa réticence à balancer des milliards de dollars en investissement comme il le fait dans les pays de l'ASEAN. Mais en plus d'avoir un président philippin qui ne leur est pas hostile, la Chine peut aussi compter sur Sara Duterte, la fille de Rodrigo Duterte et actuellement vice-présidente. Et la vice-présidence aux Philippines n'est pas un poste symbolique, car c'est surtout une forme de gouvernement d'union nationale entre les deux familles les plus influentes du pays. Sara Duterte est assez pro-chinoise, car la Chine l'a beaucoup aidée quand elle était maire de la ville de Davao, une ville qui possède un consulat chinois, et Sara Duterte a réussi à la connecter avec plusieurs provinces chinoises. De plus, les investissements directs chinois ont beaucoup augmenté pendant qu'elle a dirigé cette ville. Cela montre que la Chine voit sur le long terme, et encore une fois, les États-Unis sont à la ramasse. Car les deux principales familles philippines au pouvoir sont aujourd'hui très courtisées par les Chinois. Et donc non seulement on aura un gouvernement pro-chinois pendant les 6 prochaines années, mais cela pourrait continuer même pendant 2 ans.
Car comme Ferdinand Marcos Jr. qui est devenu président après avoir été vice-président, alors on estime que la prochaine présidente sera Sara Duterte en 2028. Ce qui fait que la victoire politique de la Chine est manifeste aux Philippines. Mais sur le plan militaire, c'est une autre histoire. Car les grands généraux de l'armée philippins sont pro-américains. Et on pourrait se retrouver avec la même situation qu'au Pakistan, où un Imran Khan était très soutenu par la Chine et par la population, mais il s'est fait éjecter car l'armée n'en voulait pas. J'ai fait un épisode entier sur le Pakistan et sur ce qui s'est passé avec Imran Khan. Si la présidence conjointe Marcos Duterte a réussi son pari économique en donnant un véritable élan industriel aux Philippines, tout en gagnant la bataille dans la mer de Chine méridionale, alors la population pourrait basculer du côté des deux familles en place, même si évidemment c'est un pari qui est très très difficile. Mais au-delà de tout ça, quand on regarde le nouveau monde qui arrive avec l'Indonésie, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde, la Russie, cette affaire aux Philippines montre encore un recul de l'Occident dans l'Asie. Décidément, les défaites s'accumulent et espérons qu'un jour les Occidentaux comprennent qu'une partie écrasante du monde ne veut plus de leur décadence et de leur folie sanguinaire et anthropologique. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.